Imaginez-vous installé confortablement dans la nature, près d'un feu de camp. Vous sentez une brise légère sur vos cheveux pendant que vous admirez les étoiles dans le ciel et tout ça pendant une douce nuit d'été paisible. Tout à coup, un frisson étrange parcourt l'air. Le doux chant des grillons s'arrête brusquement, remplacé par un silence lourd. Un bruit de pas résonne derrière vous, le bruit est lent et mesuré. Vous vous retournez mais vous ne voyez personne. La brise semble murmurer votre nom et une ombre glisse furtivement entre les arbres. Le cœur battant, vous réalisez que vous n'êtes plus seul. La lumière des étoiles semble s'éteindre, plongeant le paysage dans une obscurité très menaçante. Un souffle froid effleure votre nuque et une présence invisible vous observe, silencieuse et immobile, attendant le bon moment pour se révéler. Notre première histoire a eu lieu en juin 1977 dans un camp d'été des Girl Scouts à Camp Scott dans la région de l'Oklahoma. Ce qui devait être une expérience enrichissante et joyeuse pour les jeunes filles s'est rapidement transformé en un cauchemar inimaginable. Le 12 juin 1977, une quarantaine de jeunes filles arrivent au camp Scott pour un séjour de 2 semaines. Parmi elles, on retrouve Laurie Lee Farmer, Mitchell Heather Guse et Dory Denise Milner, âgées de 8, 9 et 10 ans. Les filles s'installent dans leur tente, réparties en différents groupes. Laurie, Michelle et Denise partagent la tente numéro 8 dans l'unité de Kiowa, située à la périphérie du camp. Ce même jour, une conseillère découvre une note anonyme dans son trousseau de fournitures de camp. La note, très étrange et visiblement menaçante, est considérée comme une mauvaise blague, probablement écrite par des enfants du camp, et donc elle est ignorée. Dans la nuit du 12 juin au 13 juin, une tempête éclate. Les filles se réfugient dans leur tente pour se protéger de la pluie battante. C'est durant cette fameuse nuit que l'impensable se produit. Le matin du 13 juin, une conseillère découvre les corps sans vie de Laurie, Mitchell et Denise à proximité de leur tente. Elles ont été violemment assassinées. Le camp se transforme immédiatement en une scène de crime. L'enquête commence immédiatement. Les autorités découvrent que les filles ont été agressées et tuées dans leur tente avant d'être déplacées. Les indices tels que des empreintes de pas et des traces de sang ont été révélés. L'enquête mène rapidement à un suspect, un fameux Gene Leroy Hart, un fugitif local connu pour ses évasions spectaculaires ainsi que ses crimes passés. Hart avait réussi à échapper à la justice à plusieurs reprises. Après une chasse à l'homme intense, Hart fut finalement capturé en avril 1978. Son arrestation apporte un semblant de soulagement, mais la communauté reste en deuil et en quête de réponse. Le procès de Hart débute en 1979, bien que les preuves semblent accablantes. Il est acquitté des meurtres faute de preuves irréfutables. Cependant, il reste en prison pour d'autres crimes. Gene Leroy Hart meurt d'une crise cardiaque en 1979, 2 mois après son acquittement. Le mystère autour des meurtres des 3 jeunes filles persiste. Aujourd'hui, le massacre de camp d'été de l'Oklahoma reste l'un des crimes les plus tragiques et les plus mystérieux de l'histoire des États-Unis. Les familles des victimes et la communauté continuent de chercher des réponses et de commémorer la mémoire de Laurie, Mitchell et Denise. Le 9 février 2004, Maura Murray, une étudiante infirmière de 21 ans, quitte brusquement son campus universitaire à Amherst, dans le Massachusetts, pour se rendre dans les montagnes de New Hampshire. Ce qui commence comme une simple escapade se transforme rapidement en l'un des mystères les plus troublants de notre époque. Maura Murray est une étudiante brillante et une athlète accomplie à l'université du Massachusetts. Cependant, en février 2004, plusieurs événements troublants semblent la perturber. Quelques jours avant sa disparition, Maura est impliquée dans un incident de vol de carte de crédit. Elle commande de la nourriture avec une carte volée, ce qui entraîne une confrontation avec l'administration universitaire. Le 7 février, Maura a un accident de voiture alors qu'elle conduit la voiture de son père. Elle semble bouleversée par cet événement et passe la nuit avec son père dans un motel avant de retourner à Amherst. Le 9 février, Maura envoie un mail à ses professeurs et à son employeur.
leur disant qu'elle doit partir en raison d'un décès dans la famille. Une excuse qui s'avère être fausse. Elle quitte ensuite le campus emportant avec elle des vêtements, des articles de toilette et des cartes routières. Maura prend ensuite la route vers le nord en direction de White Mountain qui est une région qu'elle connaît bien. Vers 19h27, elle quitte la route et percute un banc de neige à Woodsville, New Hampshire. Une habitante locale appelle la police après avoir vu l'accident. Plusieurs témoins voient Maura près de la voiture accidentée. Un chauffeur de bus local s'arrête pour proposer son aide, mais Maura refuse, disant qu'elle a déjà appelé une dépanneuse. Lorsque la police arrive sur les lieux, à 19h46, Maura a disparu. Sa voiture est verrouillée, ses affaires personnelles sont à l'intérieur, y compris ses cartes routières, des bouteilles d'alcool ouvertes et une note de chagrin. Les recherches pour retrouver Maura commencent immédiatement. La police, des chiens de recherche et des bénévoles fouillent la région, mais aucune trace de Maura n'est trouvée. De nombreuses théories émergent concernant la disparition de Maura. Un accident suivi d'une fuite volontaire, une rencontre fatale avec un inconnu ou même un acte criminel dissimulé. Les années passent, mais la famille de Maura et les enquêteurs persistent dans leurs efforts pour découvrir enfin la vérité. Des pistes apparaissent et disparaissent, mais le mystère reste entier. Aujourd'hui, la disparition de Maura Murray continue de captiver, de troubler ceux qui connaissent son histoire. Sa famille et la communauté n'ont jamais abandonné l'espoir de trouver la vérité pour obtenir des réponses. Pour la troisième petite histoire, tout commence en mars 1922 dans une ferme isolée pas très loin de chez nous en Allemagne. La famille Gruber est victime d'un des meurtres les plus mystérieux de l'histoire criminelle allemande. La ferme de Hinterkaifeck, située près de Kroenberg en Bavière, est habitée par un homme du nom de Andrea Gruber, 63 ans, sa femme Casilia, 72 ans, leur fille Victoria, 35 ans, et ses deux enfants, qui s'appellent aussi Casilia, mais à 8 ans, et Joseph, qui a 2 ans. Ils mènent une vie tranquille mais isolée. Quelques jours avant le massacre, Andrea Gruber découvre des traces de pas dans la neige menant à la forêt et à la ferme, mais aucune trace ne semble en repartir. De plus, il entend des bruits étranges provenant du grenier. La famille et les domestiques remarquent également des objets déplacés et des ombres autour de la ferme, ajoutant des interrogations et un gros sentiment de malaise. La nouvelle domestique quitte son poste après une seule journée, terrifiée par les événements. Dans la nuit du 31 mars 1922, quelqu'un attire chaque membre de la famille Gruber dans la grange où ils sont brutalement assassinés avec une houe. La petite Casilia, trouvée le lendemain, montre des signes de lutte et de terreur. Les corps des Gruber sont découverts 4 jours plus tard, le 4 avril 1922, par les voisins inquiets de leur absence inhabituelle. Les corps sont trouvés empilés dans la grange et les domestiques dans leur chambre. L'enquête initiale révèle que le tueur a probablement vécu dans la ferme plusieurs jours après les meurtres, mangeant les provisions et s'occupant du bétail. Les indices sur la scène de crime sont nombreux mais contradictoires à la fois. Plusieurs suspects sont interrogés, dont un certain Lawrence, un voisin et un ancien amant de Victoria. Cependant, aucune preuve concluante ne permet de l'incriminer. De nombreuses théories émergent mais aucune ne résout le mystère. Des lettres anonymes, des rumeurs sur des fortunes cachées et des conflits familiaux ajoutent à la complexité de l'affaire de nombreuses questions. Des experts modernes réexaminent les preuves mais le mystère reste entier. L'affaire de Hinterkaifeck a un impact profond sur la communauté locale et le domaine de la criminologie. Les récits de l'époque et les études modernes continuent d'attirer l'attention sur cette tragédie non résolue également. L'histoire de Hinterkaifeck reste l'un des mystères criminels les plus troublants et fascinants de l'histoire. Les détails macabres et les indices contradictoires laissent planer un voile de mystère qui, près d'un siècle plus tard, reste irrésolu.